il y a une volonté commune de tous les États, de cette commission-là, de travailler ensemble et de pouvoir aller la main dans la main pour faire face aux défis que sont la protection, effectivement, et le développement de la ressource. La particularité de cette réunion, c'est que, en plus du fait que nous avons réitéré notre volonté d'aller ensemble, mais nous voulons aller vers la CEDEAO, vers l'UMOA, vers en tout cas les organisations régionales, pour que cette commission puisse figurer parmi les autres, disons, secteurs dans le cadre en tout cas de l'intégration africaine. L'approche régionale a aussi pris en compte la pêche artisanale pour faciliter la circulation des pêcheurs dans les eaux territoriales. Les experts appellent les décideurs nationaux à adapter leur législation au nouveau cadre juridique sous-régional. Le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi réfléchit sur une nouvelle orientation. Ces cadres experts se sont réunis pendant 3 jours pour aussi mettre en place un plan stratégique pour accroître la participation des jeunes au développement du Sénégal. À la clôture des travaux, le ministre de tutelle s'est dit optimiste. Ousmane Ba. La jeunesse, l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'emploi constituaient jadis 3 secteurs indépendants. Aujourd'hui, la réalité est toute autre. Ces secteurs sont réunis dans un seul et unique département. Pour une rapide et réelle osmose des ressources, les cadres du ministère de tutelle se sont rencontrés pendant 3 jours pour réfléchir autour d'un plan d'orientation stratégique. Nous avons commencé par l'analyse des intérêts et des attentes de toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, qui ont pris part à cet atelier. Nous avons ensuite procédé à une analyse de la situation, un diagnostic, n'est-ce pas, participatif de la situation de la formation professionnelle, de la jeunesse et de l'emploi. Venu présider la cérémonie de clôture de cet atelier qui a révélé plusieurs outils comme celui de la gestion axée sur les résultats, le ministre Ali Koto Ndiaye affiche son optimisme après la synthèse du document final. Pour l'efficience de notre travail, de notre politique, il faut parvenir à un cadrage de manière à ce que ces 3 départements se retrouvent en une seule unité. Les résolutions sorties de l'atelier constituent, à mon avis, un outil de travail performant. En tout cas, nous nous attellerons à son application après, bien entendu, quelques retouches en interne. L'application des conclusions et recommandations de ce document va aider à la réalisation de la nouvelle vision de ce département transversal d'ici 2016. Le ministre de la Communication poursuit sa tournée de prise de contact. Ce matin, il s'est rendu chez nos confrères du quotidien national Le Soleil et à l'agence de presse sénégalaise. Les problèmes de ces 2 médias du public ont été soulevés et la tutelle a promis son soutien pour les résoudre. L'APS, 2e étape de la visite de prise de contact du ministre de la Communication. Ici, Aboulo a constaté de visu le manque de moyens dont souffre l'agence de presse sénégalaise. Face à cette situation, les agents ont attiré l'attention sur la nécessité de permettre à l'APS de bénéficier de la subvention d'équilibre de 300 millions. Cela devrait leur assurer de meilleures conditions de travail. Je sais que vous travaillez dans des conditions très difficiles. Et nous en avons parlé et nous essaierons dans la limite, comme je l'ai toujours dit, de nos possibilités d'améliorer ces conditions de travail. Le directeur m'a fait un exposé vraiment exhaustif des problèmes, mais aussi des réussites, parce qu'il ne faut pas simplement se focaliser sur des problèmes. L'APS a fait un excellent travail et continue de le faire durant les élections, aussi bien au premier tour qu'au 2e tour. Et que j'espère que ce sera aussi la même chose avec les élections législatives. Après l'APS, le ministre de la Communication s'est rendu au quotidien national Le Soleil. Il a fait le tour de l'entreprise de presse, des archives à l'imprimerie en passant par la rédaction centrale. Aboulo a désormais une idée précise de la situation du Soleil. Au Soleil, nous avons un problème principal, c'est le problème de l'imprimerie.
Et ce problème est en train de trouver une solution et c'est le moment de le féliciter. Par ailleurs, la tutelle s'est dite touchée par les revendications sociales des travailleurs qui demandent entre autres le relèvement des salaires. Aboulo promet d'être leur interprète au niveau des plus hautes autorités étatiques. L'ONG Green Sénégal appuie l'assainissement du littoral. À Soumbédioune, l'organisation a distribué du matériel aux populations. Les difficultés liées à la pêche artisanale ont été abordées sur place, nous dit Eric Nimadi. Des poubelles, des brouettes, des pelles rondes et des râteaux, cet important lot de matériel d'assainissement distribué aux populations de pêcheurs de plusieurs localités et villages lébous est la réponse de Green Sénégal aux doléances des usagers du littoral. C'est en fait pour que chaque comité de veille écologique puisse avoir son matériel. Ça n'appartient pas à une personne, mais à la localité. Donc ils auront un comité de gestion qui se chargera, n'est-ce pas, de pouvoir bien distribuer le matériel. Venus massivement prendre part à cette cérémonie de réception de dons, les populations de Soumbédioune et les représentants de l'État et des bénéficiaires ont eu droit à un sketch sur la situation du littoral au Sénégal. Un accent particulier a été mis sur le danger que constitue l'extraction du sable de mer sur la vie des pêcheurs sénégalais. Le gaspillage des ressources halieutiques par l'utilisation des engins peu recommandés, la question du contrat de concession du littoral, l'érosion côtière ont été en outre les autres sujets abordés à l'occasion de cette manifestation. Et les réponses des uns et des autres ont permis de se faire une idée de l'ampleur des difficultés que rencontre la pêche au Sénégal. Deux problèmes essentiels. C'est le problème de la gestion durable de la ressource. Donc ça veut dire tout ce qui est amont de la filière, préservation de la ressource, l'utilisation d'engins prohibés ou nocifs, comme il l'a dit tout à l'heure, et l'ensemble de ces mesures, en tout cas, qui visent à permettre à la ressource de se régénérer. Et le deuxième volet, c'est la réalisation d'infrastructures. Cette rencontre de Soumbédioune entre société civile, acteurs étatiques et population de pêcheurs a été l'occasion pour les participants de faire des esquisses de solutions pour sortir le secteur de la pêche de sa léthargie. Les femmes du marché aux poissons de cette localité ont fait des doléances. Celles-ci seront satisfaites à en croire la patronne de l'ONG Green Sénégal. Toutefois, elle en appelle à l'implication de tous pour faire de notre littoral l'endroit le plus attrayant du pays. La campagne Publiez ce que vous payez en conclave à Dakar pour 3 jours. Les experts venus de plusieurs pays vont réfléchir sur des stratégies à mettre en place pour une transparence dans les revenus pétroliers, gaziers et miniers. L'objectif est d'aller vers un développement qui intègre la vie du citoyen ordinaire. René Léon Fonseca. Ils sont déterminés à instaurer la transparence dans le secteur extractif. Ils sont membres de la société civile engagés dans une campagne dénommée « Publiez ce que vous payez ». Aujourd'hui, c'est mis en place, donc cette initiative de transparence des industries extractives est mise en œuvre dans quelques pays du monde, dont 33 pays africains. Et il est important que de temps en temps, nous nous réunissions pour voir où se situe véritablement le niveau d'exécution de cette initiative par le gouvernement. Pendant 3 jours, ces experts venus d'horizons divers vont réfléchir sur comment transformer la transparence en redevabilité. Ici, les revenus pétroliers, gaziers et miniers sont directement ciblés. Une manière dans laquelle on a pensé de résoudre la malédiction de ressources, c'est de promouvoir de la transparence et surtout la transparence de revenus qui sera traduite en redevabilité. Cette rencontre régionale pour l'Afrique francophone se tient dans un pays qui a déjà effectué un grand bond en avant.
Nous avons ensemble donc discuté de toutes ces questions et montré que le Sénégal, aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une dynamique donc d'ouverture, de transparence et de bonne gouvernance du secteur pour que nul n'en ignore, les communautés, les organisations de la société civile, donc toutes les parties prenantes puissent comprendre ce qui est en train d'être fait dans le secteur des mines. L'ambition de ce séminaire est d'orienter les revenus miniers vers un développement plus global qui intègre parfaitement la vie du citoyen. Actualité internationale en Russie, les milliers de personnes se sont rassemblées pour manifester leur colère. Elles dénoncent la mainmise de Vladimir Poutine sur le pays. Le pouvoir tente pour l'heure d'étouffer les contestations. Ce mardi, c'est jour férié en Russie et jour de contestation. Ils sont des dizaines de milliers à s'être rassemblés sur la place Pouchkine, en plein cœur de la capitale russe. Quelques instants plus tard, la marche des millions commence. Ce qu'ils dénoncent, la mainmise de Vladimir Poutine sur le pays. Nous sommes ici car nous avons compris depuis longtemps que le pays est dans l'impasse. Nous avons besoin d'un changement immédiat. Ce sentiment devient plus fort chaque jour. Lundi, ces policiers russes ont perquisitionné le domicile de responsables de l'opposition. Parmi eux, Alexei Navalny, le célèbre blogueur anticorruption, leader de manifestations anti-régime. Ce mardi, en marge de la manifestation, il a été convoqué par la police. Il est évident que l'interrogatoire d'aujourd'hui est une formalité inutile et stupide qui a uniquement pour but d'éviter à certaines personnes comme moi de prendre part au rassemblement aujourd'hui. Je suis sûr que tout ira bien et que la majorité d'entre nous pourront se rendre à la manifestation. Vladimir Poutine a donc choisi la manière forte, dernière adoption en date, une nouvelle loi qui instaure des amendes considérables pour punir les manifestants. En France, pendant que le Parti socialiste affiche son unité pour soutenir Ségolène Royal en difficulté aux législatives, la division apparaît là où l'on l'attendait le moins. Il s'agit du couple présidentiel. Valérie Trierweiler, la femme de François Hollande, soutient le candidat dissident. La journée s'annonçait plutôt calme à La Rochelle, en tout cas bien cadrée. Comme prévu, Ségolène Royal recevait le soutien chaleureux de Cécile Duflot et de Martine Aubry. Paroles d'encouragement dans une campagne difficile. De rassemblement pour une dynamique de victoire. Mais à midi, coup de théâtre. Est-ce la teneur du document que découvre Ségolène Royal? En tout cas, un tweet est envoyé aux 78 000 abonnés de Valérie Trierweiler, aussitôt relayé dans toutes les rédactions. Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé. L'étonnement est d'autant plus grand que la compagne de François Hollande s'engage le jour même où le président de la République apporte son soutien officiel à la candidate. Dans un premier temps, Ségolène Royal ne réagit pas à ce tweet. Olivier Falorni, lui, est évidemment ravi. Je dénonce un appel, c'est un beau message d'amitié personnelle. J'y suis évidemment très sensible dans le contexte que vous connaissez, où je suis attaqué de toutes parts, injustement. À Paris, stupeur et un certain flottement. Une réunion s'improvise à l'Élysée entre quelques conseillers de François Hollande et le responsable de la communication de Valérie Trierweiler. Personne n'avait été averti. La première dame fait savoir qu'elle assume cette déclaration comme étant la parole d'une femme libre et indépendante. À La Rochelle, une seule ligne de conduite est décidée face aux questions. Il ne faut pas en faire un événement. Ça me choque ce soutien. Je ne m'exprime pas là-dessus, je dirais chacun dit ce qu'il veut. Moi, ce qui m'importe, c'est la position du président de la République. Je pense exclusivement aux Rochelais, à la bataille que je conduis ici, qui est difficile à cause des divisions. Et voilà, et je pense au projet que j'ai à encourager sur cette circonscription de Charente-Maritime, à mes équipes, aux maires, etc. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Interrogé à la sortie d'un déplacement officiel, François Hollande, lui, a préféré ne pas entendre la question sur cette affaire qui le met indiscutablement dans un certain embarras. Toga Gaiweya, MC Intok du Libéria, est le nouveau vice-président de la commission de la CEDEAO. Il a prêté serment hier en même temps que les 7 commissaires de cet organe. C'était lors de la 68e session du Conseil des ministres de la CEDEAO. Louis-Philippe Sagna. Après la session extraordinaire du même genre organisée à Abidjan le 18 mai dernier,
Il était question de tenir celle-ci pour se pencher sur l'attribution des postes statutaires. La CEDEAO reprend du plein pied. Les commissaires nouvellement nommés ont prêté serment hier devant la Cour et ils ont été bien accueillis. C'est des commissaires de très haut niveau. Alors que le mandat du Sénégal s'achève au niveau de Mme Adrien Diop, il convient également de la féliciter pour cette extraordinaire mission accomplie au niveau de l'organisation communautaire. Tous les nouveaux commissaires ont la lourde mission de porter haut le flambeau. Pendant ces 2 jours, il a été également question de régler tous les problèmes à l'amiable, ne serait-ce que pour le développement de l'institution. Nous avons également écouté tour à tour le rapport de la commission d'audit interne, le rapport du comité pour l'administration et les finances. Et il a été soulevé à ce niveau la recherche nécessaire de solutions amiables relatives aux problèmes qui opposent les délégués du personnel à la commission. La Cour de justice de la CEDEAO d'ailleurs s'en est saisie, qui s'est donné un délai jusqu'au 6 juillet avant d'en délibérer, permettant dans cet intérim au président de la commission de trouver une solution amiable. En fin juin, les chefs d'État vont se réunir à Yamoussoukro, une occasion pour le Conseil des ministres de proposer et de faire accepter le passage de 9 à 12 du nombre des commissaires de la CEDEAO. Retour chez nous avec le 132e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye qui est prévu les 20 et 21 juin prochains. Un CRD a été convoqué hier au ministère de l'Intérieur pour préparer cet événement religieux. Toutes les questions relatives à l'organisation de l'appel ont été abordées. C'est ce que nous dit Ibrahim Ndong. Un sourire significatif, synonyme de satisfaction de la famille layène. Cette rencontre pour la célébration du 132e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye a réuni les différents services compétents de l'État. Pour la circonstance, les questions relatives à ce rendez-vous religieux ont été passées en revue. Nous sommes apparemment satisfaits dans la mesure où le ministre de l'Intérieur ici présent a fait tout ce qu'il devait faire. Il a été vraiment exigeant et ferme vis-à-vis des services concentrés et déconcentrés de l'État pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse respecter les engagements qui ont été pris dans cette réunion. Donc nous espérons dans les prochains jours, nous nous retrouverons auprès du Khalife général des Layènes pour que chacun puisse rendre compte des engagements qui ont été pris ici. Pour le bon déroulement de l'événement, le ministère de l'Intérieur n'a pas lésiné sur les moyens. Il a même sollicité le concours d'autres départements ministériels. L'engagement, c'est de répondre aux questions de voirie, aux questions de sécurité, aux questions d'eau, d'environnement, aux questions d'assainissement, à tous les problèmes qui sont liés à la vie de l'homme, en particulier lorsqu'il y a un attroupement de pèlerins aussi importants pour célébrer ce grand appel-là. Les enseignements de l'imam le Mahdi face aux défis actuels, c'est le thème choisi pour cette année. Un choix qui s'explique selon les responsables de la famille par les nombreux défis à relever devant un monde en perpétuelle mutation. Un communiqué qui nous vient du ministère de l'Intérieur en perspective de la tenue du scrutin pour l'élection des députés du Sénégal le 1er juillet 2012. Le ministre de l'Intérieur informe tous les citoyens et étrangers vivant au Sénégal que par arrêté numéro 004192 du 12 juin 2012, le port d'armes, de munitions et d'explosifs de toute nature et catégorie est interdit sur l'ensemble du territoire national dans la période du 12 juin au 12 juillet 2012. Les services de sécurité veilleront à l'application stricte de cette mesure par la mise en œuvre des procédures de contrôle appropriées et la mise à disposition de la justice de toute personne convaincue d'infraction à la loi. Signé le ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye. Une enquête nationale sur la malnutrition est en cours. Les 45 départements du Sénégal sont concernés par cette opération qui permettra de disposer du profil nutritionnel de chaque zone. Cette enquête permettra aussi à la cellule de lutte contre la malnutrition d'adapter ses interventions au niveau de vulnérabilité. C'est ce que nous dit Omar Diaw.
Une enquête SMART, Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transition, a pour but de déterminer la situation nutritionnelle des enfants de 0 à 5 ans. La définition du profil nutritionnel permet d'envisager les interventions prioritaires. Pour apporter vraiment des solutions adéquates dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Dans une famille à Hamo 4, dans la banlieue dakaroise, une équipe en action. Les enfants sont pesés et mesurés, taille et périmètre brachial. Par rapport à la taille, voir quel est le poids de l'enfant. Maintenant, il y a le poids idéal. Il nous arrive d'avoir des enfants qui ont moins que cela. Tout comme on peut rencontrer des enfants qui ont au-delà du poids attendu. Toute la fratrie est passée entre les mains des enquêteurs. Globalement, ils sont tous dans le vert. Les parents sont satisfaits de l'initiative. Cette enquête nous permet, nous les mamans, de mieux nous occuper de nos enfants sur le plan nutritionnel. C'est une très belle initiative. Les enquêteurs n'ont pas toujours le même accueil que dans cette famille. Quelques cas de refus ont ainsi été notés, même s'ils sont rares. Il peut arriver que les gens soient un peu réticents. Donc c'est pourquoi je profite de cette antenne pour lancer le message, pour qu'ils comprennent que c'est le statut nutritionnel des enfants qui nous intéresse. Au-delà des mesures anthropométriques pour lesquelles les enquêteurs ont reçu la formation adéquate, des tests ont été effectués sur le sel de cuisine utilisé. C'est très important que toutes les familles utilisent le sel iodé, étant donné que l'État a mis beaucoup d'argent pour ioder le sel. Votre sensibilisation nous a permis de savoir qu'on doit fermer le pot de sel. Parce que, pour dire vrai, on ne ferme pas notre pot de sel. L'iode s'évaporer. L'enquête est mise en œuvre avec la collaboration du ministère de la Santé, de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, de l'UCAD et des différents partenaires de la cellule de lutte contre la malnutrition. L'ensemble du pays est concerné. Chacun des 45 départements est divisé en 30 grappes. Grappes qui correspondent à des villages ou à des quartiers. Et au niveau de chaque grappe, nous identifions 12 ménages. Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles à la fin du mois de juin. Ils permettront à la cellule de lutte contre la malnutrition et à ses partenaires de mettre l'accent sur les zones de vulnérabilité à travers des actions adaptées aux problèmes localement identifiés. Première édition des journées de sensibilisation au métier de l'aviation. C'est une initiative de l'Agence fédérale de l'aviation civile américaine. Le rendez-vous a enregistré près de 1500 participants. Le reportage est signé ici, Philomène Constance Diagne. Susciter l'intérêt des élèves et des étudiants pour les métiers de l'aviation. La méthode, leur fournir des informations relatives aux nombreuses filières du secteur aéronautique. C'est là toute l'importance de cette première édition de ces portes ouvertes. Ils seront initiés à l'aviation au travers de différents panels animés par des experts. Ils découvriront les différents métiers de l'aviation civile et militaire et auront connaissance de l'organisation du transport aérien ainsi que de la structure d'un avion et du déroulement d'un vol. Le parrain de ces journées, le voici, Amadou Maktarmbo a attiré l'attention et l'admiration du jeune public de par son témoignage. Il a été le premier mécanicien avion africain dans l'armée française. Quand vous vous heurtez à une difficulté dans vos études, ne baissez pas les bras. Ne dites pas « je ne comprendrai jamais ». Quand un professeur de mathématiques vous dit « vous ne comprendrez jamais les mathématiques », dites-lui que c'est lui qui ne comprend rien aux mathématiques parce que vous pouvez apprendre les mathématiques. Faites ça et vous y arriverez. La manifestation a été ponctuée de visites de stands animés par différents acteurs du secteur. Nous voulons toucher les élèves, les étudiants qui sont jeunes, quand ils sont jeunes, avant qu'ils ont décidé quelle carrière, quel métier ils veulent suivre. Et nous avons vu qu'au Sénégal, il n'y avait pas une sorte d'initiative comme ça. On a eu beaucoup de visites d'élèves et les élèves semblaient assez intéressés. Et pour nous, c'est un moyen de vulgariser notre métier, de faire savoir qu'il y a aussi des femmes qui occupent des fonctions au niveau de l'aviation qui n'est pas seulement réservée aux hommes. Donc ça nous permet d'approcher les filles et de leur expliquer qu'elles aussi peuvent intégrer le métier.
Autre activité auxquelles ont assisté les élèves et les étudiants de certaines écoles de la région de Dakar et de Thiès, des simulations, des jeux d'assemblage, des baptêmes de l'air, entre autres. On a fait un vol extraordinaire en regardant Lagos et vers Gorée. Ça s'est bien passé. Ces journées ont aussi été une opportunité pour les acteurs de souligner leurs difficultés. Le secteur de l'aviation souffre d'un déficit criard de personnel qualifié dû à des préjugés élitistes, un manque d'information, un manque de visibilité et de lisibilité sur les opportunités qu'elle offre. Cette situation est valable pour les pays africains qui souffrent aussi d'inexistence d'écoles de formation, mais aussi pour les pays développés européens et américains en dépit des efforts considérables fournis. L'armée de l'air du Sénégal ne fait pas exception à la règle. Ainsi donc, les portes des métiers de l'aviation ont été largement ouvertes aux jeunes. Toutes les associations qui s'activent dans le secteur ont été représentées afin de promouvoir l'aéronautique dans notre pays. Nous restons avec les élèves, avec cette remise de prix aux meilleurs élèves du CM École 9 de Pikine. Les organisateurs pensent ainsi promouvoir et encourager l'excellence. Le personnel de l'établissement aussi a été honoré. Aïda Fall. Je suis très contente d'être primée ce jour. Et je dis à tous les autres élèves qui n'ont pas eu la chance d'être primés, de faire comment et de bien travailler. Parce qu'on représente l'avenir de demain. Khady Fall fait partie des 45 élèves primés. Pour elle et pour bon nombre de ses camarades, c'est le résultat de tant d'efforts fournis pendant l'année scolaire. Cette remise de prix aux plus méritants est devenue une tradition dans cette école pourtant ouverte en 2010. C'est une tradition dans cette école-là, bien qu'elle soit très jeune, à chaque fois chercher à récompenser les meilleurs élèves pour que ce soit une émulation pour les autres qui suivent. Parce que nous sommes une nouvelle création. Chers élèves, nous avons tenu à vous récompenser pour les efforts que vous avez fournis pendant l'année scolaire. Cela veut dire que c'est une incitation au travail pour mériter